Marc Bloch, historien et résistant fusillé en 1944, a écrit de nombreux livres et articles. Sa bibliothèque était son outil de travail. À l'occasion de sa panthéonisation, la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne met en lumière certains de ses ouvrages qui ont façonné son travail et sa vie. Dans la constitution des vitrines que nous avons mobilisées, que nous avons organisées pour cette exposition, je me suis occupé, entre autres choses, mais principalement de la partie constitution, c'est-à-dire de la façon dont Bloch a acquis ses livres, dont il les a accumulés dans différents endroits. Dans cette vitrine, nous avons mis 7 livres prélevés dans les collections de la Sorbonne et dans celles du laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, qui en dépôt une grande partie du fonds. Alors dans cette vitrine, il y a des livres que Marc Bloch a possédés. Ce sont des livres qu'il a possédés dans des endroits parfois un peu étranges. Ainsi, il y a un livre sur Bismarck. En fait, c'est un livre qu'il lisait dans les tranchées. Bloch a écrit 1 ou 2 comptes rendus pendant la guerre et il lisait toujours énormément, même dans les moments les moins propices. Il y a un livre d'Abo de Basingen, dans un des rayonnages, qui est le traité des monnaies et qui est édité au XVIIIe siècle. Bon, là, il est évident que Bloch l'a acheté et il s'en est servi pour écrire un de ses cours fameux, un des seuls cours qu'il ait professé ici à la Sorbonne. Je pense que c'est pour cela qu'il a acquis le livre, tardivement, vraisemblablement, donc entre 36 et 39. Ces livres ont eu différents destins. Donc, Bloch les a accumulés d'abord à Strasbourg, où il vit entre 1919 et 1936, par achat et aussi par échange avec des collègues. C'est-à-dire que pas mal de livres sont arrivés par don de collègues et il y a dans cette vitrine numéro 1, par exemple, un livre qui est assez émouvant, c'est le Mahomet et Charlemagne de Pirenne, qui est dédicacé non pas par Pirenne, parce qu'il était mort au moment où le livre était imprimé, mais par sa femme et par son fils, Jacques, en raison des liens très forts d'amitié qui unissaient Bloch à Pirenne. Et puis aussi, il y a un autre livre qui est marqué là, c'est un livre d'Émile Léonard, le grand spécialiste de l'histoire du protestantisme en France et l'histoire des Camisards, entre autres choses, qui est dédicacé de façon très émouvante. On est en 1941 ou 42. Léonard lui parle d'une autre résistance pour parler des protestants. Donc, sont 2 amis, collègues un peu complices dans leur opposition frontale à la politique de Vichy et que Bloch a exprimé dans son livre « L'étrange défaite ». Donc, moi, je vais vous parler de la vitrine qui concerne les usages de Marc Bloch. Donc, cette vitrine montre différents types d'usages et ce qui est intéressant, c'est son travail d'observateur, alors à la fois des paysages, mais aussi d'observateur de ces paysages sur des cartes. On a un livre d'une historienne anglaise qui s'appelle Frances Davenport et qui produit une carte et Marc Bloch va essayer de récupérer une carte de l'IGN anglais et à partir de cette carte, il va lui-même en fait retravailler la carte en la coloriant. Donc on a mis cette présentation de cette carte-là, puis on l'a mis en parallèle aussi avec une carte qui a été publiée donc dans les caractères originaux de l'histoire rurale française. Puis on voit qu'en fait la cartographie, l'analyse des parcellaires, l'organisation des paysages était un élément essentiel de ce travail sur la compréhension du paysage et de l'histoire rurale française. Dans cette vitrine, on trouve une autre manière dont Marc Bloch travaillait ses cours. Donc, quand il arrive à la Sorbonne, il arrive sur la chaire de Henri Hauser, qui est un professeur d'histoire économique et sociale du monde moderne. Les premiers cours qu'il va faire sont des cours d'histoire monétaire de l'âge classique, de l'époque de Louis XIV. Et donc, il va aussi beaucoup utiliser les travaux de son prédécesseur, Henri Hauser. Comment il l'utilise dans ses cours, puisqu'on a conservé ses cours tapuscrits. Et puis, on a aussi gardé, de manière assez exceptionnelle, les fiches d'une étudiante qui a suivi les cours de Marc Bloch et la manière dont, en fait, cette étudiante va reprendre et comprendre, interpréter les cours que professait Marc Bloch à la Sorbonne. On a dans cette vitrine un 3e exemple de la manière dont Marc Bloch utilisait ses livres pour faire des comptes rendus. Et donc là, notamment, on a un livre de Paul Raveau et, de manière intéressante, on a à la fin de ce livre une petite fiche sur laquelle il a pris des notes pour pouvoir faire son compte rendu.
un compte-rendu qui va être ensuite publié dans la revue critique d'histoire et de littérature, et donc en fait qui est consultable en ligne. Et donc dans la vitrine, on a aussi gardé un livre qui nous montre que il demandait des livres pour compte-rendu, et donc il se faisait envoyer des livres parfois de très loin, là des États-Unis, un livre d'Alice Burwood, pour pouvoir rédiger ses comptes-rendus pour la revue des Annales. Marc Bloch a été déchu de son statut universitaire en 1940 par le régime de Vichy. Lorsqu'il se trouve à Montpellier, les autorités allemandes vont vider son appartement parisien. Cette spoliation concerne tous les biens, y compris les livres. Il s'ensuit une longue période de recherche et de démarche pour tenter de reconstituer sa bibliothèque. Dans l'exposition sur le livre de Marc Bloch, j'ai contribué en particulier à la vitrine sur la spoliation de sa bibliothèque et les restitutions qui sont intervenues progressivement après la Seconde Guerre mondiale. Alors ce qui est présenté, c'est des choses de deux ordres. D'abord, il y a effectivement des livres de Marc Bloch, des livres donc, qui lui ont appartenu et qui ont pu être récupérés parce qu'après la guerre, soit une partie des livres ont survécu dans sa maison de campagne, soit ont été récupérés par certains de ses héritiers. Et puis il y a surtout des documents qui attestent un petit peu du devenir de ces livres. Il y a à la fois un ordre de l'autorité allemande, donc des autorités d'occupation, indiquant l'adresse du domicile à vider. On trouve également le courrier de protestation que Marc Bloch a adressé à Jérôme Carcopino, qui n'était pas n'importe qui, c'était le ministre de l'Instruction publique de Vichy. Et puis on a également des listes qui indiquent les démarches de restitution opérées par la famille de Marc Bloch après la guerre, avec des listes de livres qu'on souhaite récupérer et qui ont été en partie rendus, parce qu'il y a une commission qui a été mise en place au lendemain de la guerre. Et puis ensuite, on a des registres de dons également, puisque ces livres, une fois revenus en France pour une partie d'entre eux, ont pu être conservés et transmis dans la famille de Marc Bloch. Mais une partie a également été vendue et donnée aux bibliothèques universitaires par l'un de ses héritiers. Les démarches de restitution ne sont pas des démarches qui sont entièrement closes, parce qu'on fait régulièrement des découvertes dans des fonds universitaires et dans des fonds d'institutions publiques. Donc si quelqu'un voyant cette vidéo a connaissance, au détour d'un voyage en Allemagne, d'un travail dans une bibliothèque universitaire par exemple, d'un ouvrage qui serait issu de ce fonds, eh bien on peut entamer des démarches, effectivement. C'est une histoire qui est encore en train de s'écrire. Je suis Mathis Bloch, arrière-petit-fils de Marc Bloch, doctorant en histoire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et mandataire des ayants droit. L'histoire de la spoliation, finalement, dans la famille, elle n'a pas une mémoire très vive. Cette histoire, elle revient, elle ressurgit en mai 2025 par une lettre du gouvernement qui nous informe qu'une commission, un acronyme, la CIVS, que je ne connaissais pas et que assez peu de monde connaît en fait, a remis la main sur un ouvrage spolié de Marc Bloch et qui envisage de se réunir prochainement pour nous restituer l'ouvrage et nous indemniser en fait sur la spoliation dont la famille a été victime il y a 80 ans. Cette indemnisation, cette restitution, elle a eu lieu le 16 février dernier, où la ministre de la Culture a remis à la famille, à l'Institut national de l'histoire de l'art, la description abrégée de la cathédrale d'Amiens. C'est une procédure très lourde, puisqu'il faut sortir un livre du domaine public par un décret qui doit paraître au journal officiel de la République française, mais c'est pour montrer aussi, insister, on est là dans toute la symbolique aussi de la politique de restitution, la part de responsabilité de l'État français aussi, dans à la fois la spoliation, les persécutions antisémites et aussi les faiblesses de la politique française de restitution dans les années après-guerre. Tout ça met un peu à jour toute cette histoire, ce devenir des livres, l'éclatement, mais aussi les recoupements tentés par la famille, notamment au nom de la science et de la recherche en histoire, notamment l'histoire médiévale.